Alors venons-en donc, quels sont les arguments, rapidement résumés de mon point de vue, qui sont présentés en faveur du catastrophisme. Bon, je crois que la première chose, je vous dis, ça, moi je m'occupe de ça depuis 1992, tous ceux qui ont regardé depuis un certain temps, il y a de quoi être assez désespéré, il y a de quoi se dire, bon, depuis le temps qu'on en parle, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Alors, je ne suis ni économiste, ni rien de ce genre, donc je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de PowerPoint avec des chiffres, mais bon, on pourrait en donner. Je ne vous en donnerai pas. Je rappellerai simplement que bon, j'ai parlé du GIEC, il y a eu des conférences, bon, si on en est à la COP 26, c'est qu'il y a des conférences des parties signataires de la Convention sur le climat tous les ans depuis 1992. Donc, les nations se réunissent, font des accords. Bon, pourquoi ? Pour pas grand-chose. Hein. Les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent à un niveau très haut. L'érosion de la biodiversité se continue. Donc, bon, si on prend l'accord de Paris, il n'a pas été signé par les Américains, ils en sont sortis, d'autres en sont sortis. On n'entend parler que de chefs d'État climato-sceptiques, et même là où on n'est pas climato-sceptique, comme en France, bon, on ne peut pas dire qu'on fasse énormément de choses. Donc, bon, je pourrais continuer tous les 3/4 d'heure qui m'ont été donnés pour vous dire à quel point la situation va s'aggravant. On ne fait presque rien, on a guère de moyens, et quand on a des moyens, ben c'est pas sûr que ça soit les bons. Bon, je vais arrêter de vous désespérer, mais on peut, si vous voulez, alors surtout quand c'est des moyens techniques, mais pas seulement, en particulier pour les moyens techniques, on peut montrer que chaque solution technique à laquelle on pense arrive avec son cortège de conséquences non voulues, mais inévitables, qui remettent en cause la solution. Je prends un exemple tout de suite simple. On vous dit les voitures électriques, les voitures électriques, les voitures électriques. Bon, d'accord. Le problème, c'est que les voitures électriques, d'abord, d'accord, quand ça fonctionne, ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Mais pour les produire, il faut en dépenser beaucoup. Résultat, pour que ça se compense à peu près, la quantité de gaz à effet de serre nécessaire pour produire les voitures électriques et leur fonctionnement, eh bien, il faut qu'elles soient très utilisées. Bon, ce qui veut dire que une utilisation individuelle, c'est pas suffisant. Donc il faut aussi des utilisations en commun, de transport en commun. Ajouter à ça que les piles, les batteries des voitures électriques sont pleines de métaux hyper rares, que ça diminue les ressources et qu'on ne les recycle pas. Bon, vous voyez, je pourrais dire, il y a quelqu'un qui fait ça très très bien, il s'appelle Philippe Biouix, il montre très bien à quel point ce qui paraît comme une solution n'est pas une. Bon, donc, la situation s'aggrave. On fait presque rien, et le peu qu'on peut faire, ben, ça a presque autant d'inconvénients que d'avantages. Donc, on peut dire, je reprends ce que dit Servigne dans son livre, enfin Servigne et Stevens, je ne vois pas pourquoi j'oublie Stevens, c'est lui qui va venir vous parler en plus, quand il dit, voilà, aujourd'hui, disent-ils, nous sommes sûrs de 4 choses. Premièrement, la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche. Ça, c'est ce que je vous avais dit, le rapport Meadows. Hein. On ne peut pas continuer à exploiter sans limite les ressources de la Terre. Deuxièmement, nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible. Ça, c'est ce que dit l'Anthropocène. Troisièmement, nous allons vers un avenir très instable, non linéaire, dont les grandes perturbations internes et externes seront la norme. Alors ça, c'est aussi l'Anthropocène, c'est-à-dire l'idée que passer de l'Holocène à l'Anthropocène, c'est passer d'un régime, ce que je vous ai dit, à peu près stable, à des régimes marqués par des perturbations, par
accroissement de la complexité de la situation, ce qui implique des processus non linéaires, des possibilités de rétroaction, et ce qu'on appelle des tipping points, c'est à ça qu'il fait référence, la possibilité d'un basculement brutal. Hein, on passe d'un développement un peu lent à ça basculement brutal. Donc, conclusion, nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements systémiques globaux. Hein. Donc l'idée que, vu la situation, vu le régime de perturbation qui s'impose, il y a des possibilités de rupture catastrophique, au sens assez technique du terme catastrophique, ce que je vous disais, hein, de rupture catastrophique de la situation. Et à cela, les théories de l'effondrement, ça je vous ai donné des éléments physiques de l'effondrement. Alors, plus ou moins, là, ça diffère un peu avec les auteurs, c'est particulièrement développé chez Cochet, dans le livre récent des Cochet, ajoute que à cet effondrement du système biogéophysique va s'ajouter un effondrement du système politique, et que devant ces catastrophes, ces effondrements systémiques, l'ensemble des services publics ne pourra plus répondre. Hein, on ne pourra plus assurer l'approvisionnement en eau, les besoins énergétiques, les besoins alimentaires, et que donc, on va se retrouver dans une situation à laquelle certains catastrophistes, alors il faudrait faire je prends le plus radical, qui est de ce point de vue-là, qui est Cochet, vous dit la moitié de l'humanité va périr, et ça va se passer entre 2028 et 2035. Et encore, on peut peut-être un petit peu restreindre la fourchette. Donc, de ce point de vue-là, on a l'annonce d'une catastrophe certaine et qui va arriver dans un avenir proche. Donc si je reviens rapidement sur le catastrophisme, cette variété-là de catastrophisme en est une variété nouvelle, si je puis dire. Alors je reviens un petit peu, je m'explique parce que je pense que c'est important. Bon, que pour présenter une situation qui risque de se détériorer, on en accentue un peu les traits et on insiste sur à la fois la proximité et le danger présent. C'est un procédé rhétorique qui a été utilisé depuis longtemps et, bon, sans remonter très très loin, on peut reprendre par exemple à la fin du 19e siècle, en France, les forestiers, il y a encore des eaux et forêts, les forestiers attirent l'attention sur les conséquences catastrophiques de l'érosion. Et donc il y a ce procédé, parce qu'on se met dans le très long terme et que bon, les sociétés humaines en général s'intéressent plutôt au court terme, de montrer, de contracter dans la présentation ce qui risque d'être plus dispersé. Donc on peut dire là, il y a un catastrophisme pour attirer l'attention, et c'est quelque chose qui est très utilisé très tôt. Je vous ai parlé du rapport Meadows en 1972, mais en 1971, il y a l'appel de Menton, qui est celui de scientifiques, qui est diffusé dans tout le courrier de l'UNESCO, c'est-à-dire dans toutes les langues du monde, et qui là aussi attire l'attention sur si on ne fait rien, on va à la catastrophe. Donc je dirais qu'il y a un côté rhétorique pédagogique de la catastrophe. Et c'est quelque chose, les scientifiques vous disent, bon, si on leur fait un peu peur quand même, hein, ils vont réagir. Alors à ce catastrophisme que j'appellerais rhétorique pédagogique, quelqu'un comme Jean-Pierre Dupuy, au début des années 2000, dans ce qu'il a appelé le catastrophisme éclairé, a donné une élaboration beaucoup plus rigoureuse. Là aussi, dont il a fait toute un modèle
rationnelle de son catastrophisme éclairé, c'est pour ça qu'il le dit éclairé, dans l'idée de il faut, d'où c'était mon titre, il faut anticiper la catastrophe pour l'empêcher. Hein, l'idée, c'est que nous savons que les choses vont mal, mais nous n'y croyons pas. Hein, on sait que... Bon, mais on vit autrement. Hein. Comme un adolescent sait bien qu'il est mortel, mais quand il est sur sa moto, il n'y pense pas. Donc, il faut voir les choses autrement, dit Dupuis, pour empêcher la catastrophe. Donc, vous avez là ce que j'appellerais un catastrophisme méthodologique. Il faut anticiper d'une certaine façon la catastrophe à venir pour qu'elle n'arrive pas. Et Jean-Pierre Dupuis fait référence aussi bien à deux philosophes allemands, hein, Hans Jonas, l'auteur du principe responsabilité, qui avait aussi introduit l'idée du scénario du pire. Il faut anticiper la catastrophe. Et puis Günther Anders, qui est un contemporain exact de Hans Jonas. Günther Anders s'était focalisé sur le péril atomique, le péril de la guerre nucléaire après 1945. Et lui aussi disait, ce qui fait la différence entre nous et les prophètes de l'Apocalypse d'autrefois, c'est que nous anticipons la catastrophe pour l'éviter. Et donc, il s'agit finalement je vous dis avec des formes plus ou moins développées, mais de prendre la catastrophe pour dire, si on la prend au sérieux, à ce moment-là, on l'évite. Or, le catastrophisme de ce que j'appelle un catastrophisme de deuxième génération, hein, celui de Servigne et encore plus celui de Cochet, mais d'autres aussi, c'est ce que j'appellerais un catastrophisme ontologique, parce qu'au lieu de prendre la méthode de la catastrophe pour éviter la catastrophe, ils disent la catastrophe, elle est là, elle est sûre, elle arrive. Et donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas d'anticiper la catastrophe pour éviter la catastrophe, il s'agit de comprendre que la catastrophe est là pour se préparer à vivre, si on a eu la chance, si on suit les prévisions de Cochet, si on n'est pas dans la moitié de l'humanité qui a disparu, mais si on est dans l'autre moitié, se donner les moyens de survivre dans un univers complètement... où sont non seulement le physique s'est effondré, mais tous les moyens politiques. Donc il faut apprendre à refaire ce qu'on savait plus faire, à vivre par soi-même. Alors, c'est assez proche du survivalisme, qui est assez enfin des pratiques américaines assez anciennes, à ceci près, et c'est un des grands mérites du deuxième livre de Servigne, hein, comment vivre après la catastrophe et d'insister sur les conduites collectives, les besoins et les besoins de sentiments nouveaux, hein, de développer l'altruisme, les conduites de coopération et les conduites collectives. Donc, voilà, si vous voulez, c'est je dirais, c'est ce qui fait la différence entre le collapsologie et le premier catastrophisme. On passe d'un catastrophisme méthodologique à un catastrophisme ontologique, et on ne s'adresse pas aux mêmes gens. Le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuis s'adresse aux dirigeants. Prenez les choses au sérieux si vous voulez éviter que tout s'effondre. Le catastrophisme de Servigne ou de Cochet s'adresse plutôt à vous, à moi, et comment apprendre comment s'en tirer dans un monde qui s'effondre. Hein. Alors, donc, oui, le titre du deuxième livre de Servigne dont je parlais, c'est « Une autre fin du monde est possible », c'est bien ça. Hein. Même une fois la fin du monde arrivée, on peut essayer de survivre dans cette fin du monde.